Vous regardez RTL. On n'est pas forcément d'accord. Merci d'écouter RTL, il est 8h20. C'est évidemment notre grand débat du jour. Nous revenons sur l'interview d'Emmanuel Macron hier au journal télévisé de la mi-journée sur TF1. Je salue mes camarades autour de la table, Alba Ventura, Alain Duhamel, Nicolas Domenach et Guillaume Roquette. C'est un président qui fait non, 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 titre nos confrères de Libération ce matin. Alors en effet, il est resté droit dans ses bottes. Alain Duhamel, est-ce qu'il peut continuer dans cette posture? Alors, c'est vrai que le ton s'est assoupli et que le fond, je ne dirais pas qu'il s'est rigidifié, mais enfin, il est verrouillé. Est-ce qu'il peut continuer? Moi, je crois qu'il doit continuer parce qu'il n'a pas le moyen de faire autrement. Pour que Emmanuel Macron gagne un pari qui est quand même un pari, disons, audacieux, pour qu'il gagne un pari comme celui qu'il a fait, c'est-à-dire transformer la France, c'est-à-dire moderniser l'économie, s'il veut le faire, il faut pas qu'il donne des signes de recul. Autrement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas même, par exemple, sur le plan international. Toute sa démonstration, c'est avec moi, vous aurez de la visibilité, vous aurez de la durée, vous saurez où on va, vous savez que je tiendrai mes engagements. S'il commence à revenir en arrière maintenant, ça ne marchera plus du tout. Nicolas Domenach, il ne peut pas bouger de fait, il ne peut pas changer de posture? Moi, je crois à l'inverse d'Alain Duhamel qu'il faudra qu'il évolue quand même. Ça ne veut pas dire qu'il le recule ou qu'il renonce. C'est différent. Mais ça veut dire que le sourire et le remerciement à ceux à qui il braque la tirelire, ça ne suffit pas, même si il leur répète plusieurs fois merci, merci, ce qui est très bien, puisque moi aussi je suis un peu dur d'oreille et qu'on rembourse pas encore les sonotones, c'est parfait. Mais ça ne suffira pas. Il y a quand même un déficit social qui est trop patent face au symbole de l'ISF supprimé. On sent à chaque fois qu'il avance dans une réforme difficile pour les gens que ça peut pas passer comme cela. Il ne vous a pas échappé qu'hier soir sur RTL, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il pourrait revenir sur cette décision. J'attends de voir parce que là, ça serait vraiment un recul patent. C'est pas la même chose que... même une contradiction. Oui, une contradiction. Et il peut pas, et je termine là-dessus, il peut pas en rester là, notamment un exemple les EHPAD et les hôpitaux. Je veux dire, il peut pas dire je serai au rendez-vous, un rendez-vous flou, alors c'est maintenant, ici et maintenant que les problèmes se posent de façon urgente et dramatique. Alba Ventura, vous lui avez donné 12 sur 20 ce matin dans votre édito. 12 sur 20, ça veut dire qu'il était pas mal, qu'il était appliqué, qu'il était déterminé, etc. Mais ça veut dire qu'il doit faire ses preuves parce que les gens attendent des résultats. Alors cela dit, moi je pense qu'il n'a pas intérêt à lâcher du lest. Attention, les amis, ça fait 1 an qu'il est là, même pas 1 an qu'il est là. Donc, s'il maintient pas son cap, on va dire qu'il fait comme du Hollande, qu'il fait comme du Sarkozy. Donc, il doit pas dévier, il doit pas flancher. Il a intérêt à écouter et à expliquer, à continuer de faire de la pédagogie. Moi, je pense qu'il doit vraiment maintenir, parce que comme il l'a dit, d'abord, son mantra, ça a toujours été de dire « si j'émets le moindre doute, je suis mort ». La deuxième chose qu'il ne cesse de dire, c'est on n'a pas fait grand-chose pendant 30 ans. Alors, il exagère un peu, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Et puis, pardon, mais le poids de la dépense publique, le poids de la dette, le haut niveau de déficit qu'il a rappelé hier, il s'est construit comme ça, sur ça pendant sa campagne. Donc, comment voulez-vous qu'il lâche au bout de même pas 1 an? Guillaume Roquette, on dit souvent que s'il recule sur cette réforme, en gros, c'est le quinquennat qui est foutu. Alors, est-ce que c'est excessif et il ne pourra plus rien faire ensuite? Non, ça n'est pas excessif parce que cette réforme, et en particulier son volet social, c'est-à-dire le statut des cheminots, est le symbole absolu du blocage français auquel il veut s'attaquer. Et effectivement, je crois qu'on est tous d'accord pour faire ce constat d'une absence d'inflexion. C'est l'expression d'une de fond. Oui, parce que pour le reste, il a souri. Mais voilà, on sait qu'il est habile dans cette matière. C'est l'expression d'un constat qui est qu'effectivement il n'a aucune raison de changer. Mais vous pensez qu'il pouvait lâcher du lest? Mais pourquoi? Il vient lâcher du lest. Ce matin, Laurent Berger nous a expliqué, c'est la première fois qu'on entend un responsable syndical dire ça depuis le début de la grève, qu'il y a eu des avancées hier. Ça veut donc dire qu'il peut y avoir encore des espaces de négociation pour que les Français puissent monter dans leur train. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il a vu des avancées parce que c'est un réformateur et parce que il voulait voir la main tendue. Ce qui est vrai, c'est qu'elle l'est à la marge. Sur les principes fondamentaux de cette réforme, l'ouverture à la concurrence et l'abandon du statut pour les futurs embauchés, il n'y a pas eu de changement. Parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron fait un constat. Il n'a pas du tout le sentiment que la France est sur le point de se soulever contre lui. Je veux dire, c'est effectivement, il y a des cheminots dont le tiers est en grève. Il y a quelques universités qui sont même pas occupées mais bloquées par quelques chevelus. Honnêtement,
non, on n'est pas à la veille de mai 68, et donc il dit, moi je trace ma route. Voilà. Comment voulez-vous du côté des chevelus, je l'ai bien compris. Je dis comment. C'est une question d'âge. Comment voulez-vous qu'il lâche du lest? Alors hier, il dit sans doute l'État reprendra une partie de la dette de la SNCF, mais on sait que Borloo prépare un plan banlieue qui pourrait coûter 48 milliards. On sait qu'il veut réorganiser l'hôpital, ça coûte des milliards. Oui. L'heure n'est pas à la redistribution pour l'instant. C'est pas le moment des concessions. Voilà, c'est le moment de redresser, le pays. Alain Duhamel. Oui, sur le fond, il maintient tout à fait, c'était flagrant hier, sur le fond, il maintient ses choix. Que maintenant, dans la forme, il y a le côté je suis plus aimable, je trouve des mots, ou en tout cas je crois trouver des mots pour les retraités, pour les territoires. Il a fait beaucoup d'efforts pour rassurer les maires. Bon, tout ça est vrai, mais ça peut être un peu plus loin quand même. Ça peut être aussi non pas sur l'orientation de la réforme de la SNCF, mais sur les modalités. Tous les spécialistes, que je ne suis pas, mais je les lis, tous les spécialistes savent très bien qu'il y a des portes de sortie qui peuvent exister. Que par exemple, si au lieu que ce soit une négociation SNCF-État, on fait entrer une négociation fédération ferroviaire et convention collective, il peut y avoir le moyen de trouver des ajustements. Ça n'est pas un changement d'orientation, mais c'est une inflexion possible, je dis bien possible, sur les modalités. Et peut-être que Laurent Berger a eu des éléments que nous n'avons pas, mais qui vont dans ce sens-là. En tout cas, le fait qu'il y ait des petites inflexions de ton de part et d'autre, ça veut forcément dire quelque chose. On a bien compris que la détermination d'Emmanuel Macron est quelque chose d'essentiel, qu'il a remis en scène, théâtralisé, puisque c'est un homme de théâtre, en nous mettant ça dans une école. Et donc nous avions l'instituteur de la France qui nous expliquait, et c'est vrai que le pays doit être rassemblé autour d'une autorité enfin reconnue, après des quinquennats, soit dépourvus, soit d'autorité brouillonne, soit dépourvus d'autorité. Cela dit, le bonapartisme souriant, c'est d'une autre époque. Je veux dire, quand même, on est dans une société où les corps intermédiaires ont des rôles à jouer. Il peut pas les exclure totalement. Il a fait le constat que ça fonctionnait plus, le système. En tout cas, qu'en ce moment, la société française était bloquée. C'est ça, qu'il fallait la débloquer, mais quasiment, sans la brutaliser, a-t-il dit aussi à d'autres moments. Oui, donc, pourquoi écouterait-on les églises quand il s'agit au fond, de revoir la PMA et qu'il y ait des questions comme ça? Et pourquoi n'écouterait-on pas les syndicats quand il s'agit de questions sociales? Moi, ça pourrait parce qu'il avait un programme, qu'il l'a expliqué beaucoup et qu'il a dit qu'il l'appliquerait. Et qu'apparemment, il l'applique. Je crois qu'il y a vraiment eu hier un exercice de clarification. Vous vous souvenez que dans sa campagne, il disait beaucoup, je veux libérer et protéger. Et en fait, hier, il a très clairement répété le timing. Je libère aujourd'hui et je vous protégerai, mais demain. C'est-à-dire que je vais réformer la société sur le plan économique. C'est pour ça qu'à mon avis, la comparaison avec le dialogue avec les églises est difficile. Il faut faire attention parce que Hollande avait dit la même chose. Oui, c'est vrai, mais il le fait tout de suite. Pourquoi? Parce que il se souvient bien qu'Hollande avait mis du temps. Et puis le CICE, donc cette baisse des charges sur les entreprises, c'est aujourd'hui que ça porte du fruit. Parce que objectivement, c'est aussi parce que Monsieur Hollande a fait ce travail-là que la croissance revient. Et donc Emmanuel Macron, il sait bien que il faut changer. Donc hier, on a eu une espèce de confirmation. Emmanuel Macron, c'est un réformateur libéral, en tout cas en économie. Un réformateur libéral, nous dites-vous. Guillaume Roquette, on va marquer une petite pause dans ce débat et on se retrouve dans un instant avec notre carré d'as. C'est ainsi que je vous ai présenté ce matin. C'est trop. D'éditorialiste. Non, mais ça me fait du bien, moi aussi. Nous sommes toujours avec nos éditorialistes Alain Duhamel, Alba Ventura, Guillaume Roquette et Nicolas Demenac. L'autre exercice auquel doit se livrer en ce moment le gouvernement est un exercice de maintien de l'ordre. Et c'est pas facile, ça se passe notamment à Notre-Dame-des-Landes. On va parler aussi des facultés. Jusqu'ici, le bras n'a pas faibli en ce qui concerne Notre-Dame-des-Landes. Et chaque matin, on se dit, est-ce qu'il va y avoir un blessé grave? Est-ce qu'il peut y avoir un mort? Et on se dit que c'est quelque chose qui peut faire basculer, en tout cas, un gouvernement et l'état d'esprit d'un pays. Est-ce que c'est aussi grave que ça? Et comment voyez-vous les choses en ce moment, Alain Duhamel? C'est vrai que chaque jour est un risque supplémentaire. Par-dessus le marché, plus les gendarmes avancent et plus ils se retrouvent par principe devant le noyau le plus dur. Oui. Donc avec les risques les plus élevés. Et c'est certain que aujourd'hui, la majorité des Français sont nettement pour l'évacuation puisque l'aérodrome n'a pas été construit. Mais que si par malheur il y avait un mort ou des blessés graves, le
l'opinion basculerait instantanément en disant c'est insupportable, on peut pas faire ça. Il faut se rappeler Malek Oussekine et Charles Pasqua quand le malheureux étudiant avait été tué pendant une manifestation. Les gens étaient avant contre la manifestation et ils ont été après contre le ministre de l'Intérieur. Donc c'est évident que c'est un risque considérable. Bon, ça fait partie des risques qu'il faut prendre à certains moments, ou alors on renonce à faire appliquer la loi. Guillaume Roquette. Oui, moi, il me semble peut-être au contraire que, à mesure que le risque physique augmente, le risque politique diminue. C'est-à-dire que ces zadistes se sont tellement rendus détestables par ce qu'on apprend chaque jour. Ils balancent de l'acide sur les policiers. Vous avez vu qu'ils ont lancé une fusée vers un hélicoptère pour essayer de le descendre. Ça voulait dire clairement pour tuer. Et donc, je crains que l'opinion, à juste titre, révulsée par ce comportement, se disent pourvu qu'il n'y ait pas de blessés graves et encore moins de morts, mais que il y a plus cette sympathie qu'il pouvait y avoir, par exemple, comme un mouvement social au moment de la loi de Vaquet. Des scènes de guerre, avez-vous dit, Alba Ventura ? Oui, des scènes de guerre. Alors effectivement, le danger est possible, la mort est possible et on l'espère pas. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement a érigé en principe l'ordre républicain, qui n'a pas été respecté pendant des décennies sur cet endroit-là, parce que c'était une manière d'habiller le renoncement à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Parce que la vérité, c'est que pendant la campagne, Emmanuel Macron avait quand même dit qu'il faudrait respecter le référendum. Les zadistes ont gagné d'une certaine façon. Voilà, et les zadistes ont gagné. Donc les zadistes ont gagné, mais les zadistes n'ont rien à faire là. Comme on a renoncé à Notre-Dame-des-Landes, on doit faire respecter l'ordre républicain. On voit bien comment la gendarmerie agit sur les lieux, petit bout par petit bout. Je pense que évidemment, ce sont des gens très responsables qui prennent des précautions. Et donc, il faut espérer que la ZAD soit évacuée au plus tôt, sans victime. Nicolas Domenach. Oui, non, mais on sait aussi, et en tout cas au pouvoir, ça ne leur échappe pas qu'il y a un désir d'ordre qui s'affirme de manière croissante, et que le pouvoir est là pour ça. Mais qu'il y a aussi dans ce pays un désir de générosité et qu'il suffirait, comme le disait Alain Duhamel tout à l'heure, qu'il y ait un grave incident pour que l'opinion retrouve une solidarité envers ceux qui manifestent, que ce soit dans les universités, fût-ce en créant des dégâts considérables. On a retrouvé des cocktails Molotov à la fac Tolbiac. Non, mais bien sûr. Normal, vous non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je sais bien aussi. Nicolas. Oui, ce ne sont pas que des militants avec des petits papillons au-dessus de la tête. Mais il y a les deux. Il y a les deux. C'est ça le problème. Sinon, ça serait très simple. Ils pourraient nettoyer, comme on dit, la ZAD de manière claire. Mais sauf qu'il y a au milieu de tout ça des rêveurs, des idéalistes, des gens qui sont nos enfants, qui vont vivre des expériences. Et ils sont. C'est vrai qu'ils donnent le bras à des gens qui sont des extrémistes, mais il faut en tenir compte. Ceux-là, si ce sont des rêveurs, d'eux-mêmes, ils doivent évacuer la zone en disant cet affrontement est absolument insupportable. De la même façon, dans les universités, c'est la grande différence avec mai 68 où les universités étaient occupées. Aujourd'hui, elles sont bloquées. C'est très différent par une toute petite minorité qui empêche les étudiants de passer leurs examens. Et je pense que on fait beaucoup parce que c'est 50 ans après la comparaison avec mai 68. À mon avis, elle est très différente. Là, on n'est pas sur le début de quelque chose. On est sur une espèce de queue de comète avec des extrémistes qui tentent le tout pour continuer à se faire entendre, mais c'est un mouvement ultra minoritaire à mon avis. Mouvement ultra minoritaire dans nos universités, Alain Duhamel. On dit généralement qu'il faut 30 gugus bien remontés pour bloquer une fac de 2000 personnes. Oui, il y a toujours ce risque-là, et il suffit qu'il y ait 40 vraiment excités qui viennent de la faculté des sciences et qui vont s'installer en faculté des lettres ou l'inverse, et puis ça peut bloquer brusquement, mais ça n'a effectivement rien à voir avec mai 68. Mai 68, c'était chez les étudiants un mouvement de masse. Là, ça n'est pas un mouvement de masse, c'est un mouvement d'activistes minoritaires, ultra minoritaires. Donc c'est le contraire. Et en plus, en mai 68, la population était en faveur des étudiants. Aujourd'hui, elle n'est pas en faveur des blocages. Et plus on va s'approcher des examens, et moins on sera favorable ou compréhensif vis-à-vis des blocages. Non, ça n'a rien à voir, franchement, et c'est pas du tout de même ampleur. Merci beaucoup les uns et les autres. Vous vouliez ajouter quelque chose, Nicolas? Oui, non, tout ça est vrai, mais vous n'éteindrez jamais non plus l'utopie. Elle se manifestera toujours ça, on le sait. On le sait. Vous n'éteindrez jamais l'utopie, je pense. Il a fait mai 68, lui, monsieur. Raisonnablement se séparer sur cette dernière intervention. Guillaume Roquette est avec nous. J'ai donc plaisir à annoncer la couverture du Figaro Magazine qui paraît aujourd'hui. Spéciale escapade
nos coups de cœur pour les week-ends de printemps. Il y a une très jolie photo de l'île de Formentera aux Baléares. Parfois, on se dirait bien qu'on partirait là-bas, et vous participerez au grand jury avec Philippe Martinez dimanche à midi. Très bonne journée à tous. Merci d'être venus nous voir pour analyser l'actualité.